Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition du journal d'A12 Télévision. Au Nigeria, plus de 50 000 éléments de Boko Haram abandonnent les armes. C'est ce qui ressort du rapport du ministère de la Défense. Au Ghana, la vice-présidente américaine Kamala Harris annonce une aide de 139 millions de dollars. Et puis dans la lutte contre le terrorisme, l'Union africaine lance un fonds pour la paix. Bienvenue à tous, direction au Proche-Orient où les tensions retombent en Israël, ce au lendemain de l'annonce par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou de sa décision de suspendre le processus d'adoption de la réforme judiciaire. Dans les milieux protestataires, cette annonce a causé un grand soulagement, comme on le constate dans cet élément. Le gouvernement israélien a suspendu sa réforme judiciaire en raison de divisions internes et des vives protestations qu'elle avait déclenchées. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont convenu de retarder le projet de réforme judiciaire de plusieurs mois sans pour autant y renoncer. Conscient que la tension polarise le pays, il a déclaré qu'il voulait donner du temps à ses adversaires politiques pour trouver un compromis sur le projet de loi. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. Le limogeage du ministre de la Défense pour s'être opposé à la réforme n'a fait que renforcer la colère des manifestants. L'annonce de la suspension du texte a poussé le plus puissant syndicat du pays à annuler une grève générale qui menaçait de paralyser l'économie israélienne. Elle a également été saluée par le président Isaac Herzog qui a exhorté tout le monde à faire preuve de responsabilité. Et dès l'annonce par Benjamin Netanyahou de sa décision de suspendre le processus d'adoption de la réforme, les partisans de la droite israélienne sont descendus massivement dans les rues pour exprimer leur désaccord. Selon un sondage de la Radio Cannes, si les élections devaient avoir lieu aujourd'hui, la coalition de droite chuterait de plusieurs sièges. Des précisions dans cet élément d'I24. Il n'aura pas fallu longtemps aux fervents partisans de la réforme judiciaire pour descendre dans la rue. Ce lundi soir, peu de temps après l'annonce de Benjamin Netanyahou de reporter la réforme, une foule importante s'est massée pour protester contre cette décision. Nous sommes venus ici pour protester et dire que c'est notre pays. Nous avons voté et élu un gouvernement de droite, un gouvernement qui va changer tout le système judiciaire, qui va mettre en place une réforme juste pour laquelle le peuple a voté. Un gouvernement avec 64 mandats. La réforme judiciaire est importante pour moi parce que je veux que les personnes qui prennent les décisions pour moi soient les personnes que j'ai élues et non pas des personnes qui sont éloignées des désirs du peuple. Plus tôt dans la journée, une enquête de la radio publique israélienne Cannes montrait que si les élections avaient eu lieu ce lundi, les cartes seraient largement rebattues. Le Likoud perdrait 7 sièges par rapport aux dernières élections et décrocherait seulement 25 mandats. Le grand vainqueur du scrutin serait cette fois l'Union pour l'État de Benny Gantz, qui passerait de 12 à 21 mandats, juste en dessous de Yesh Atid, avec 22 députés. Autre baisse notable, celle du sionisme religieux et de forces juives. Si Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir décidaient encore de se présenter, les autres restent en dessous de 10 mandats. Compte tenu des résultats, le bloc de droite obtiendrait péniblement 53 sièges, soit bien loin des 61 mandats nécessaires à la constitution d'une majorité. Le bloc de centre-gauche n'obtiendrait que 56 sièges, sauf si le parti Arabe Abraham et ses 6 mandats rejoignent la coalition. Les sondés ont également été interrogés sur le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant. 62% d'entre eux ont estimé qu'il n'était pas justifié. 17% ont soutenu la décision du Premier ministre. 21% ont déclaré ne pas savoir. Enfin, l'enquête montre qu'une majorité écrasante était en faveur de l'arrêt immédiat de la réforme, puisque 62% des interrogés le souhaitent. Au contraire, 22% d'entre eux estiment qu'elle devait se poursuivre. Les électeurs du Likoud seraient plus mitigés, puisque les partisans et les opposants à l'arrêt de la réforme seraient à égalité. Après leurs homologues turcs, ce lundi, c'était au tour des députés hongrois de ratifier à une très large majorité l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le cas de la Suède demeure pour l'instant problématique, notamment en raison des tensions avec Ankara qui accuse Stockholm d'abriter des leaders d'organisations prétendument terroristes.
Le Parlement hongrois, dominé par le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, a ratifié lundi l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Une large majorité de députés, 182 sur les 199 sièges, ont approuvé l'entrée d'Helsinki dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tandis que le cas de la Suède sera, selon le parti Fidesz au pouvoir, discuté plus tard. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. Avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Finlande et la Suède ont décidé de tourner la page de leur politique de non-alignement militaire en demandant à rejoindre l'OTAN au mois de mai de la même année. Mais la Turquie s'oppose pour l'instant à l'entrée de Stockholm dans l'Alliance qu'elle accuse d'accueillir des membres du PKK. Moins d'une semaine après leur condamnation à la prison à vie le 21 mars, les centaines de rebelles des FACT soupçonnés d'être impliqués dans la mort en avril 2021 de l'ex-chef d'État Idriss Déby Itno ont été graciés samedi par le président Mahamat Déby. Ce geste en croix à la présidence tchadienne s'inscrit dans le respect des accords de Doha signés en août 2022. Plusieurs responsables de la rébellion en exil restent cependant condamnés par contumace. À peine condamnés, déjà pardonnés. Plus de 400 rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, condamnés mardi à la perpétuité, notamment pour atteinte à la vie de l'ex-président Idriss Déby Itno, vont finalement quitter la prison. Ils ont été graciés samedi par décret présidentiel. Cette grâce est en réalité la matérialisation de l'engagement pris par le président de la transition tchadienne dans le cadre d'un accord de paix signé à Doha le 8 août avec certains groupes rebelles de libérer des prisonniers de guerre. Mais la mesure est loin d'être inclusive et pour cause, elle ne concerne pas en effet le chef du mouvement rebelle en exil, Mahamat Mahdi Ali, et 55 membres de l'organisation condamnés par contumace à la prison à vie. C'est le 20 avril 2021 que l'armée tchadienne avait annoncé la mort du maréchal Idriss Déby Itno, tué au front par les rebelles. Plus de 50 000 éléments du groupe djihadiste Boko Haram se sont rendus entre juillet 2021 et mai 2022. Ces chiffres sont du ministère nigérian de la Défense qui révèle que plus de 1500 d'entre eux bénéficient déjà de programmes de réinsertion. Reportage. Au Nigeria, plus de 50 000 combattants de Boko Haram et membres de leurs familles se sont rendus au gouvernement fédéral entre juillet 2021 et mai 2022. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major de l'armée le week-end dernier. Le général Lucky Irabor a par ailleurs souligné que 1543 terroristes repentis sont sortis du camp de Malam Sidi dans l'état de Gombe entre 2016 et 2022, tandis que 1935 autres ont été libérés du camp de Boulunkutu à Maïdougouri. Des résultats obtenus grâce au programme de démobilisation et réinsertion, notamment l'opération Corridor de sécurité, approche de justice transitionnelle qui, à l'image du programme d'amnistie du Delta du Niger, lancé en 2009, permet une prise en charge des démobilisés. Mais ces initiatives font face à moult entraves. Il s'agit notamment de l'absence de législation appropriée sur la réinsertion et la faible participation des agences et de la communauté internationale. C'est l'heure des regrets pour l'ex-dirigeant botswanais Lankama. Depuis son exil en Afrique du Sud, il accusait ce lundi son successeur et dauphin désigné de se rendre coupable de dérives autoritaires. Lankama est sous le coup des mandats d'arrêt international lancés en fin 2022 par la justice de son pays. Entre l'ancien président botswanais Ian Khama et son successeur Mogweti Masisi, les couteaux restent tirés. L'ex-président exilé en Afrique du Sud depuis 2021 considère l'actuel chef de l'État comme une menace pour le Botswana dont la démocratie est citée en exemple et dit travailler pour sa défaite lors des élections présidentielles de l'année prochaine. Ils craignent que j'ai encore beaucoup d'influence sur les Botswanais et que je puisse donc l'utiliser
même s'ils n'ont pas besoin d'être influencés, car ils ont déjà pris la décision de changer de régime. En 2018, au terme de ses 2 mandats constitutionnels, Yann Kama quittait le pouvoir et désignait Mogweti Masisi, son adjoint à l'époque, comme dauphin, une décision qu'il regrette depuis. Je dois réparer l'erreur que j'ai commise en désignant Masisi comme mon successeur. Il est important qu'avant les élections, j'essaie de m'associer aux autres partis pour faire en sorte que lui et son parti soient écartés. C'était une énorme erreur que nous regrettons tous, car il a totalement sapé la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et s'est immiscé dans le système judiciaire. Le 29 décembre dernier, le Botswana a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien président Yann Kama pour possession illégale d'armes à feu. En Mauritanie, la police a annoncé l'arrestation de Mohamed T, dit Abou Osama, considéré comme étant le cerveau de l'évasion le 5 mars dernier de 4 djihadistes de la prison centrale de Nouakchott. Notons que 3 des 4 évadés ont été neutralisés alors que le 4e a été rattrapé par les forces de police. La police mauritanienne a arrêté dimanche un des organisateurs de l'évasion de 4 terroristes début mars. Mohamed T, dit Abou Osama, a été arrêté à Nouakchott, la capitale, par l'équipe de la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette dernière indique que l'homme a orchestré l'évasion de la prison centrale de la ville le soir du 5 mars 2023. Le suspect sera renvoyé devant la justice après la fin de l'enquête. 5 jours après l'évasion, les autorités avaient déclaré que 3 des fuyards avaient été tués, dont Salek Ould Cheikh Mohamedou, réputé particulièrement dangereux. Un 4e avait été capturé vivant. La fuite des djihadistes, tous mauritaniens, a écorné l'image du pays en matière de lutte contre les radicaux islamistes, d'autant que Salek Ould Cheikh Mohamedou, âgé d'une 40aine d'années, s'était déjà échappé de prison en 2015 avant d'être repris. La Mauritanie n'a plus connu d'attaque sur son sol depuis 2011. Et retour sur la visite de Kamala Harris au Ghana, la vice-présidente américaine rencontrait ce lundi à Accra le président Nana Akufo-Addo. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Washington, dans une posture de repositionnement sur le continent africain, annonce une aide de 139 millions de dollars en 2024 pour aider à financer des secteurs vitaux de l'économie ghanéenne. La vice-présidente américaine Kamala Harris a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo lundi à Accra, au Ghana. À la suite d'un bref échange au palais présidentiel de la capitale, le bureau de Mme Harris a déclaré que les États-Unis fourniraient au Ghana 139 millions de dollars d'aide bilatérale l'année prochaine, notamment pour le secteur de la santé comme un programme de lutte contre le paludisme. Le président Biden et moi-même avons clairement indiqué que les États-Unis renforcent leur partenariat à travers le continent africain et nous ne sommes pas guidés par ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais par ce que nous pouvons faire avec l'Afrique et nos partenaires africains sur ce continent. Je suis heureux d'annoncer que la réunion de cet après-midi a renforcé la coopération inébranlable entre nous et que le Ghana continuera à collaborer avec les États-Unis d'Amérique à tous les niveaux. Madame Harris rencontrera également des entrepreneurs, des étudiants, des femmes et des agriculteurs lors de son séjour au Ghana. La lutte contre le terrorisme, c'est l'une des préoccupations majeures de l'Union africaine à l'heure actuelle. Pour contrer ce fléau qui affecte toutes les régions du continent, l'organisation africaine compte sur sa jeunesse et la mise en œuvre du Fonds pour la paix. En Afrique, le terrorisme n'épargne désormais aucune région. Du Sahel au bassin du lac Tchad, en passant par le nord-est du Nigeria, le golfe de Guinée, l'est de la République démocratique du Congo, le nord du Mozambique ou la Somalie, ce phénomène est l'une des principales sources d'instabilité dans les États. Sur le continent, l'impact humain du terrorisme est frappant. À cause de l'insécurité, l'Afrique abrite 44% des déplacés internes dans le monde, soit 36 millions de personnes. Le président en exercice de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, s'est engagé à soutenir les efforts en faveur de la paix. Que c'est la détresse humaine, connaissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour
l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer autant qu'il me sera possible les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines. L'Afrique se veut un espace sécurisé pour les jeunes. Les jeunes de moins de 30 ans, soit près de 70% de la population africaine, sont particulièrement vulnérables au terrorisme et à l'extrémisme violent, selon des études menées par des experts de l'Union africaine. L'organisation panafricaine se donne ainsi pour mission d'accentuer leur résilience face à l'extrémisme violent, grâce notamment à leur inclusion dans les cercles de prise de décision. Soit inclusif. Les jeunes de divers horizons, en particulier ceux qui sont non originaires de la communauté locale, doivent être rassurés du respect et de l'estime de soi. De même, sans espace sécurisé, les jeunes de différentes races, ethnies, sexes, appartenances religieuses et culturelles peuvent être effrayés de contribuer librement à la communauté. À l'opposé, lorsque les jeunes disposent d'espaces sûrs, ils peuvent contribuer efficacement au développement, à la paix et à la cohésion sociale. Alors que 70% des missions de maintien de la paix se déroulent en Afrique, l'Union africaine souhaite renforcer son implication dans la résolution des crises sécuritaires sur le continent. C'est dans cette optique que l'Organisation régionale africaine a démarré la phase pilote d'utilisation du Fonds pour la paix en 2022, d'un montant de 8,4 millions de dollars, assorti d'un fonds de réserve de crise de 5 millions de dollars. Grâce à l'appui de la Banque africaine de développement, l'Union africaine a pu financer directement des opérations de maintien de la paix en 2022. Nous devons mettre l'emphase sur les systèmes de financement durable et prévisionnel des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. En Afrique, le terrorisme induit des conséquences majeures sur les plans logistiques, sanitaires, éducatifs et financiers. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a indiqué que le terrorisme est le recours de plus en plus fréquent à la violence comme moyen de conquête du pouvoir et de sauvetage de celui-ci fragmente les sociétés. Il a prôné l'implémentation rapide des solutions de l'initiative d'Accra de 2017 qui milite pour une approche préventive de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Aux États-Unis, 6 morts, dont 3 enfants et 3 adultes. C'est le bilan de la fusillade perpétrée ce lundi dans une école de Nashville, dans le Tennessee, par un transgenre. Le président américain Joe Biden a réagi en appelant le Congrès à limiter l'accès aux fusils d'assaut. Des dizaines de véhicules de police devant cette petite école primaire de Nashville. Les forces de l'ordre sont intervenues en moins d'un quart d'heure. Elles n'ont pas pu empêcher l'assaillant, un homme transgenre de 28 ans, de tuer 3 enfants et autant d'adultes. Il a pénétré dans l'école par une entrée latérale et s'est frayé un chemin du 1er au 2e étage en tirant plusieurs coups de feu. Les officiers ont eu une interaction avec le tireur à 10h27 heure locale et il a été tué. D'après les premiers éléments de l'enquête, le tireur lourdement armé serait un ancien élève de l'établissement. Une fusillade visiblement préméditée, les enquêteurs ont retrouvé une carte des lieux et un manifeste à son domicile. Un drame qui a suscité l'émotion de Joe Biden. Le président américain, partisan d'une restriction de l'usage des armes à feu, a dénoncé un acte répugnant. Nous devons faire davantage pour mettre fin à la violence armée. Elle déchire nos communautés, elle déchire l'âme même de cette nation et nous devons faire plus pour protéger nos écoles afin qu'elles ne soient pas transformées en prison. J'appelle donc à nouveau le Congrès à adopter mon interdiction des fusils d'assaut. Il est grand temps que nous commencions à faire des progrès. Depuis des années, les élus républicains influencés par la très puissante NRA refusent de restreindre le droit au port d'armes. Quelques 400 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis, soit plus d'une par habitant. La fusillade de Nashville est la 130e répertoriée dans le pays depuis le début de l'année. Initié par décret étatique sur l'organisation des communes, Abobo a installé son président de jeunes du quartier Kennedy le samedi 11 mars dernier en présence du député Ouattara Aboubakar.
Le nouveau président a pris l'engagement d'être à l'écoute de ses amis. Parrainée par l'honorable Ouattara Boubacar, député à l'Assemblée nationale, la jeunesse communale d'Abobo Kennedy a procédé à l'investiture de son président le samedi 11 mars 2023 en présence des autorités politiques et religieuses. C'est pour moi un grand honneur d'assumer avec trépidation, humilité, mais aussi détermination et passion. Merci à la jeunesse d'Abobo Kennedy Cloutier qui m'a désigné comme leur porte-voix. C'est une jeunesse fortement mobilisée qui a fait le déplacement pour soutenir et encourager le nouveau président investi. Le parrain de la cérémonie a exhorté son filleul à tendre la main à tous les jeunes, quel que soit leur bord politique ou religieux. Mon cher frère Touré, tu viens d'être investi. La tâche ne sera pas facile. Il y a un idéal qui nous unit. C'est une Côte d'Ivoire solidaire. Ce que je demande aux jeunes, c'est d'être courageux et loyal. Le nouveau président de la jeunesse communale de Kennedy s'est engagé à servir ses membres en toutes circonstances pour leur épanouissement et la cohésion sociale. C'est donc la fin de ce journal sur A12 Télévision. Rendez-vous demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.